Merci de nous retrouver pour cette table ronde dans le cadre du mois de l'export. On va parler ensemble de droit des affaires. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Denis. Bonjour. Bonjour Christophe Denis. Vous êtes directeur associé et avocat expert en droit fiscal chez Fidal. Et Joël Frey, vous êtes également, bonjour Joël Frey, vous êtes également directeur associé chez Fidal, directeur du bureau de Strasbourg et expert en droit des sociétés. Alors Joël Frey, on va commencer tout de suite. En quelques mots, Fidal, quelle est l'activité de votre entreprise? Quelles solutions apportez-vous à vos clients? Merci de me donner la parole, merci de nous accueillir. Alors, c'est toujours un peu difficile de parler de soi, je vais essayer de le faire de manière relativement courte. Alors, on est avant tout un cabinet d'avocats en droit des affaires, donc notre objectif est d'accompagner nos clients, qui sont des entreprises de toute taille, dans toutes leurs démarches et dans toutes leurs problématiques relatives au droit. On intervient dans des matières classiques telles que le droit fiscal, où Christophe Denis est l'un de nos représentants de l'équipe fiscale, en droit du travail, droit de l'immobilier, droit de l'environnement, droit des sociétés, enfin dans toutes les matières du droit. Évidemment, c'est un champ d'activité qu'on élargit au fur et à mesure pour être réellement en adéquation avec les besoins de nos clients. On rajoute des matières plus modernes, les droits des technologies de l'information, le droit de la propriété intellectuelle et tous les domaines du droit qui nous permettent d'être un acteur avec nos clients de leur développement et de leur croissance. C'est-à-dire qu'on a une vision du droit qui est une vision de la sécurisation des relations de nos clients avec tout leur écosystème, mais aussi d'accompagnement pour réellement leur permettre de s'appuyer sur le droit comme un vecteur de croissance. Notre objectif, c'est aussi la proximité, ce qui nous permet, au travers de nos nombreux bureaux à travers la France, d'être directement au contact de nos clients et au-delà de ça, de nous appuyer sur des équipes de techniciens qui sont des techniciens à la fois dans nos équipes, on va dire, de doctrine qui sont à Paris et dans toutes les équipes locales, on a des personnes. Au-delà de ça, on cherche aussi à accompagner, et je crois que par rapport à notre problématique, à notre question d'aujourd'hui de l'international, à accompagner nos équipes dans le monde entier. Et Christophe va peut-être vous dire trois mots de notre... En deux mots, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'international. Et nous, on peut effectivement accompagner tous nos clients et les sociétés françaises qui nous sollicitent pour examiner les aspects français de l'opération internationale qui est envisagée. Mais il faut toujours, en matière internationale, pouvoir se faire accompagner également par des experts juristes, fiscalistes, dans le pays ou les pays dans lesquels l'opération va être réalisée. Pour ça, on se fait accompagner par des correspondants juridiques et fiscaux que le cabinet a sélectionnés dans la plupart des pays du monde. Et donc, on est vraiment en mesure d'accompagner nos clients non seulement sur les aspects français, mais sur les aspects dans l'autre pays. Je prends pour exemple un exemple d'hier, où j'ai un client, une société française qui emploie un salarié de nationalité finlandaise, mais résident français, qui en fait, depuis le début du confinement, est retourné dans son pays d'origine. Il fait du télétravail. Et en fait, la question qui se pose très simple, c'est quelles sont les conséquences pour l'employeur, pour le salarié, fiscales, sécurité sociale, du fait de travailler en Finlande? Est-ce qu'il y a aussi des conséquences pour la société? Est-ce qu'elle doit s'immatriculer en Finlande pour payer des cotisations sociales, pour payer de l'impôt sur le revenu? On peut traiter les aspects français, mais évidemment, on s'est appuyé aussi sur notre correspondant en Finlande. Et la semaine dernière, un autre exemple, c'était pour une entreprise anglaise qui exporte vers la France. Que va-t-il se passer pour elle en matière de TVA, en matière de douane, à partir du 1er janvier 2021? Et tout ça ne peut être traité qu'en collaboration avec un expert de l'autre pays. On ne peut pas faire de l'international en étant franco-français, également sur le plan juridique et fiscal. D'accord, donc une grande force de frappe avec combien de conseillers en France, sur le territoire français? Alors, je dirais, moi, de tête, sans avoir le chiffre exact, je pense 1200, 1300 juristes fiscalistes et 2000 collaborateurs en tout, si on compte les assistants, le personnel administratif. D'accord, et un réseau international pour vous épauler. Alors, justement, pour partir à la conquête de marchés étrangers, en fait, on a beaucoup de pistes, beaucoup de solutions, de voies, s'implanter, créer une filiale, développer une unité de production, avoir un bureau. Enfin, vous, justement, votre expertise, c'est d'identifier les risques, de sécuriser ces démarches.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de points d'attention sur ce type d'approche? Oui, alors je pense que la démarche à l'international, quand elle commence au début pour une société qui n'était que sur le marché français, très souvent, ça va démarrer doucement, par exemple, par la participation à des salons ou des foires, organisés par exemple par la CCI internationale, qui aide les entreprises à justement à participer à des foires à l'étranger. Là, il n'y a pas de grandes problématiques juridiques et fiscales. L'étape d'après, c'est très souvent de développer un service export avec des gens qui vont se déplacer à l'étranger, mais qui restent résidents français. Donc là, il peut y avoir des sujets un peu de fiscalité personnelle ou d'immigration, visa, etc., mais pas de grosses problématiques. C'est l'étape suivante qui commence déjà à poser pas des problèmes, mais en fait qui amène à se poser des questions qu'il faut résoudre. C'est l'étape où je vais, moi, entreprise française, recruter quelqu'un pour prospecter sur un marché étranger. On a eu le cas récemment d'un de nos clients qui a décidé, non pas de recruter directement, mais d'envoyer un de ses salariés, mais de manière permanente, au Brésil pour en fait prospecter le marché en Amérique du Sud. Et donc, se sont tout de suite posé des questions sur le statut fiscal personnel de ce salarié. Où est-ce qu'il va payer des impôts? Est-ce que l'entreprise française doit s'identifier, s'immatriculer au Brésil pour faire les choses correctement? Dans quel pays va-t-il payer ses cotisations sociales? Donc là, il se trouve qu'on a une convention internationale de sécurité sociale entre la France et le Brésil qui va nous donner des réponses, mais un certain nombre de formalités doivent être accomplies. Et il y a une autre question qui va venir tout de suite à l'esprit, qui va parler à des fiscalistes, qui est la question de savoir est-ce que le fait d'employer finalement une personne au Brésil fait que moi, entreprise, j'ai des obligations de déclarer un revenu imposable au Brésil. C'est la question de l'établissement stable qui est en fait liée au fait que chaque pays veut garder finalement de la matière taxable parce que ce sont les recettes fiscales d'un État. Donc, dans mon exemple, est-ce que l'administration brésilienne peut me dire qu'une partie du bénéfice lié à l'activité qui serait déployée sur l'Amérique du Sud est taxable au Brésil? Et si je réponds oui, ça veut dire que je vais devoir aussi immatriculer la société française au Brésil, faire des déclarations fiscales au niveau de la société. Et si j'en suis à ce stade de l'analyse, je vais probablement me poser la question, est-ce qu'il faut en rester là, c'est-à-dire ouvrir un bureau, une succursale au Brésil qui sera immatriculée, ou tout de suite passer au stade de la création d'une filiale? Je vais effectivement regarder quels sont les inconvénients et avantages de l'une ou de l'autre solution. Par exemple, une filiale, un des intérêts d'une filiale sera probablement de limiter le risque de responsabilité juridique pour la société française. Si elle a une succursale et qu'elle vend des produits qui a un problème de responsabilité, celui-ci peut remonter sur la société française. Si je crée un écran juridique, je peux, dans certaines conditions, sous réserve de l'examen de la législation locale, limiter ce risque de responsabilité. Donc, on voit, on part de finalement participer à des foires jusqu'à créer une filiale, et l'étape d'après, ce serait l'achat direct d'une société à l'étranger. D'accord. Alors, Joël Frey, justement, prenons cet exemple-là. Je suis ce cursus, imaginons que j'ai commencé par des salons professionnels, j'en suis au stade de la réflexion sur une acquisition ou une création plutôt de société. Comment je peux procéder? Quels sont les points d'attention? Est-ce que je peux acquérir une société à l'étranger et dans quelles conditions? Que me conseillerez-vous? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Alors, je partage évidemment tout à fait tout ce qui vient d'être dit par Christophe. Et on est là un peu dans le schéma idéal où on a une évolution et on a déjà pu avoir une acculturation, parce que avant de parler technique, je voudrais insister sur un point. Il est important de connaître le pays d'accueil, le pays dans lequel on veut s'implanter, de connaître la culture juridique, la culture économique de ce pays, parce que c'est dans ce pays-là qu'on va intervenir, et c'est ce qui fait qu'il est dans un premier temps nécessaire d'avoir des interlocuteurs en France qui connaissent ce pays-là et qui sont en capacité de vous mettre en relation avec des experts du pays donné pour ne pas commettre des impairs qui peuvent avoir des conséquences très graves. Au-delà de ça, évidemment, si on est au stade de vouloir acquérir à l'étranger, on accompagne énormément de clients dans leurs projets d'acquisition à l'étranger. Il faut bien voir, il y a aussi une très grande différence entre acquérir, par exemple,
pour nous en Allemagne ou dans des pays limitrophes ou dans des pays européens où justement la culture juridique et économique est très proche de la nôtre, c'est tout à fait autre chose d'acquérir en Amérique ou d'acquérir en Chine, où il y a réellement une telle différence qu'il est important de pouvoir vraiment se reposer sur de vrais spécialistes locaux. Alors que faut-il faire pour acheter une entreprise à l'étranger? Déjà, il faut trouver la bonne cible. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut se donner les moyens et de la recherche et de l'étude des cibles. Ensuite, il faut analyser cette cible. Il faut passer par des étapes d'audit. L'audit, en quelque sorte, c'est quoi? C'est mieux connaître ce que je vais acheter et surtout comprendre ce que je vais acheter, parce qu'une fois que je l'aurai acheté, j'en assumerai la responsabilité, comprendre tout l'environnement dans lequel je m'engage. Nous, dans ce cadre-là, évidemment, on accompagne pour cet audit, parfois simplement pour traduire en langage plus classique français et faire comprendre à notre client ce qu'a dit notre interlocuteur étranger, si les droits sont très très différents. Et après, évidemment, il y a toute la documentation contractuelle qui repose souvent sur des contrats, il faut bien le dire, et les avocats, ils sont pour quelque chose de plus en plus long, de plus en plus complexe, et il est essentiel, compte tenu des engagements qu'ils intègrent, de bien les comprendre. On accompagne nos clients dans tous ces domaines. Il y a un point sur lequel je voudrais encore insister, parce qu'on a tendance à le négliger. On est aujourd'hui dans une société internationale, tout est très très ouvert. La compréhension entre les gens et la question de la langue reste essentielle. Et nous, on s'oblige, et dans les recrutements et dans les avocats, je dirais, plus anciens dont nous faisons partie, la capacité d'intervenir dans une ou plusieurs langues étrangères est absolument indispensable si vous voulez accompagner un client efficacement à l'international. Donc il y a la culture, la langue et au-delà évidemment la technique juridique qui est extrêmement importante et large, mais qui est le présupposé de l'avocat en droit des affaires. Voilà, donc une acquisition qui passe quand même par d'autres préoccupations au préalable avec cette acculturation et pour comprendre vraiment vers quoi on se dirige en faisant l'acquisition d'une entreprise à l'étranger. Permettre peut-être juste, il faut bien voir, l'acquisition d'une entreprise est déjà chronophage quand elle se fait en France. Elle suppose des équipes en interne chez l'acquéreur. Quand elle est à l'international, je pense que c'est un réel projet pour lequel il faut se donner les moyens. Et quand je parle des moyens, il y a évidemment les moyens financiers, mais aussi et surtout les moyens humains, parce qu'il ne faut pas remettre en cause la pérennité de son entreprise, mais l'acquisition doit être un élément de croissance et de développement. Tout ça s'organise, tout ça, c'est une question d'expérience, de pratique et d'organisation. Alors, une question qui se pose dans ce cadre-là, mais dans le cadre général des démarches à l'export, c'est celle du droit applicable. Comment ça se passe? Je suis une société française, je vais acquérir une entreprise, je vais prospecter sur un marché, je vais ouvrir un bureau à l'étranger. Comment puis-je être sûr du droit applicable? Quel sera le droit qui va s'appliquer en cas de conflit, en cas de problématique dans cette implantation? C'est une spécialité en soi parmi les avocats de savoir quel est le droit applicable à des contrats. Évidemment, si je suis français, si je vais à l'étranger, mon premier objectif serait de faire appliquer le droit français parce qu'on aime bien le droit qu'on connaît. Ceci étant, il est bien entendu que la société, on parle de société cible, donc celle qui est dans le pays dans lequel je veux m'implanter, va essayer d'avoir l'application de son propre droit. Il y a déjà cette première dualité entre ces deux droits, mais là, c'est un choix entre les partenaires. Au-delà, dans chaque pays, il y a des règles qui sont d'ordre public, c'est-à-dire des règles, même si je choisis d'appliquer le droit français, si je suis aux États-Unis, j'ai toute une série de règles qui s'appliqueront de fait et qu'il faudra que je connaisse. Je prends les États-Unis en termes de responsabilité, de risque de mise en cause de responsabilité. Il y a une réglementation extrêmement anxiogène pour les chefs d'entreprise, avec les punitive damages et des éléments de ce style-là, qui font que justement tout ça doit être intégré et doit être connu dès le départ. Le droit applicable, c'est celui de la Convention, avec ensuite toutes les problématiques d'ordre public et de règles qui s'appliqueront nonobstant le droit que j'aurais choisi. Et il faut aussi voir une chose, si par exemple je fais une acquisition, je vais demander à mon vendeur des garanties. L'application de ces garanties
sera en général jugé par les tribunaux de situation de la cible. À ce moment-là, il vaut mieux avoir soumis au droit de la cible, parce que si un juge français est amené à interpréter des actes sur la base d'un droit mexicain ou du droit luxembourgeois, etc., il aura beaucoup de mal et inversement. Donc il faut surtout veiller à une compréhension de l'implication du choix du droit applicable et au-delà à une vraie cohérence entre ce droit applicable et le système de règlement des contentieux, des différends que je pourrais avoir. Alors certes, on a aujourd'hui tendance dans les opérations d'acquisition, on est souvent sur un contentieux arbitral, avec un arbitrage institutionnel, mais il faut bien voir, et je crois que c'est important également pour tous vos adhérents à la CCI, les opérations internationales par le passé étaient des opérations relativement limitées aux très grosses entreprises. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises vont aussi à l'étranger, font aussi des acquisitions plus petites, et l'arbitrage n'est souvent pas la solution adaptée pour des raisons notamment de coût, et on en revient à des procédures plus classiques de suivi du droit et des contentieux par les tribunaux traditionnels, et ce qui suppose vraiment cette réflexion du droit applicable et du règlement des différends, sachant que l'objectif de l'avocat conseil est évidemment de faire en sorte que les contrats n'emportent pas de risque de contentieux, mais que les problèmes soient vus en amont. Mais malheureusement, on n'est pas toujours maître de toutes les situations, et il arrive, même si c'est rare, il arrive qu'il y ait des contentieux à l'issue. Donc c'est un point, et vous avez tout à fait raison, qu'il est essentiel de prévoir dans les contrats. Voilà, une réflexion en amont sur le droit applicable pour avoir des contrats solides. Exactement. Alors, en matière de droit applicable, justement, on a un droit qui est en train d'évoluer, je ne sais pas si on peut dire évoluer, mais de changer très fortement avec le Brexit. Quel conseil pourriez-vous donner, Christophe Denis, à une entreprise qui se trouverait impactée par ce Brexit? Oui, vous avez tout à fait raison. Le Brexit va avoir un impact pour les entreprises alsaciennes, françaises qui ont des relations d'affaires avec le UK, le Royaume-Uni, à différents niveaux, simplement de l'exportation ou une filiale en Angleterre, ou avoir des salariés qui se déplacent en Angleterre, ou même des problèmes de propriété intellectuelle, puisque il y a dans le droit des marques, dans le droit de la propriété intellectuelle, il y a des règles au niveau européen, et puis ces règles ne seront plus applicables avec le Royaume-Uni. Donc je dirais les entreprises doivent réexaminer, celles qui sont en relation avec le Royaume-Uni, doivent vraiment réexaminer leur situation et voir quels seront les impacts à partir du 1er janvier 2021. Je dirais, pour résumer, on pourrait dire qu'il y a deux impacts principaux. Il y a l'impact sur la circulation des marchandises et la circulation des personnes, qui sont finalement les deux grands volets du marché européen. Donc sur la circulation des marchandises, évidemment, l'Union européenne a prévu des règles de circulation libre. Le Royaume-Uni, ne faisant plus partie de l'Union européenne, ne seront plus en application de ces règles. On sera dans des systèmes d'exportation, donc comme une entreprise habituelle qui vend aujourd'hui aux États-Unis, va finalement devoir appliquer les mêmes règles pour ses ventes au UK. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en matière de formalités douanières, des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus lourdes. Pour prendre l'exemple du formulaire d'exportation qui doit être rempli par une entreprise, il comporte 54 cases qu'il va falloir remplir, alors que la vente dans l'Union européenne est beaucoup, beaucoup plus simple, même s'il y a quand même aussi des obligations fiscales. En matière de TVA, il va se poser des questions. Est-ce que l'entreprise française va devoir s'identifier à la TVA en Angleterre en fonction du modus operandi? Est-ce que je fais des ventes en livraison, ce qu'on appelle en DDP, Delivery Duty Paid, et auquel cas je peux avoir une problématique d'immatriculation à la TVA au Royaume-Uni. Donc ça, c'est circulation des marchandises. Il y a la circulation des personnes. Alors il y a les gens qui vont se déplacer en voyage d'affaires. Donc bon, là il y a toutes les questions de visa, etc., qui vont se poser. Il y a les entreprises, et ça se voit de plus en plus, qui ont des salariés, notamment dans des groupes de sociétés, des salariés qui travaillent de manière régulière dans les deux pays, un pays européen, la France par exemple, et en Angleterre, mais vraiment pas en voyage d'affaires, de manière régulière. Leur job, c'est de passer 2 jours en France, de passer 3 jours en Angleterre. Donc là, va se poser la question notamment de leur statut, sécurité sociale,
puisque dans l'Union européenne, il y a des règles très claires qui permettent de ne cotiser que dans un seul pays, avec le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne, l'absence de convention de sécurité sociale entre la France et le Royaume-Uni, le sujet va se reposer clairement dès le 1er janvier 2021. En fiscalité personnelle, le problème est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, on a une convention fiscale avec l'Angleterre qui fait que qui s'appliquait déjà avant, donc qui va continuer à s'appliquer. Donc là, il n'y aura pas de changement. Mais je dirais, le sujet mouvement des marchandises et mouvement des personnes sur l'aspect sécurité sociale sont vraiment des sujets qu'il faut anticiper. Et si je prends l'exemple de l'immatriculation à la TVA, les entreprises qui ne sont pas prêtes au 1er janvier, si elles font l'analyse et font des formalités, ça peut prendre 3-4 mois pour obtenir, voire plus, pour obtenir un numéro de TVA en Angleterre. Donc, et beaucoup d'entreprises étaient un peu dans l'attente d'un accord de sortie qui aurait réglé ces problèmes. Aujourd'hui, on ne sait pas trop s'il y en aura un accord, mais peut-être pas. Et ça veut dire qu'en 1er janvier 2021, de nouvelles règles sont applicables à nos sociétés alsaciennes ou sociétés françaises en relation avec le Royaume-Uni. Voilà, donc même si la situation n'est pas claire, tout à fait claire, on va dire, pour le Brexit et la manière dont un accord va être conclu ou non, point de vigilance et anticipation. Tout de suite, début janvier, je pense qu'il faut, en fonction de ce qui va se passer, avant les derniers jours de l'année, est-ce qu'un accord sera trouvé ou pas, et sur quoi portera-t-il? Parce que l'accord portera peut-être pas sur les sujets que j'ai évoqués, qui sont peut-être pas les sujets principaux, hein, parce qu'on sait qu'il y a l'histoire de la frontière avec l'Irlande, qui est un sujet majeur, mais je dirais il faut que les entreprises regardent au courant du mois de janvier quelles sont les conséquences et l'impact pour leur vente ou leurs opérations avec le Royaume-Uni. Très bien, écoutez messieurs, je vous remercie d'avoir apporté ces éclairages sur le droit des affaires, la fiscalité, le droit des sociétés, dans le cadre du mois de l'export. J'espère que toutes ces informations vous seront très utiles. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.